Le bourdonnement régulier des moteurs de l'avion s'éteignit tandis que Kellen Stroud regardait par le petit hublot ovale. L'aéroport régional d'Asheville n'avait pas beaucoup changé depuis ses 18 mois d'absence. Les montagnes qui le berçaient, inébranlables, fiables et immuables non plus. Contrairement à lui, il fléchissait les doigts de sa main gauche prothétique. Les doigts métalliques répondaient avec une précision mécanique, mais le spectre de sa chair manquante le brûlait encore parfois. Une douleur fantôme, comme l'appelaient les médecins. Kellen appelait cela un rappel. Les autres passagers commencèrent à se lever, s'étirant et attrapant leurs bagages dans les compartiments supérieurs. Kellen attendit. La patience était la première leçon que Combat lui avait apprise. Patience et vigilance. Il attrapa son téléphone de la main droite, sa vraie main, et vérifia ses messages. Rien qu'il avait envoyé 3 SMS à Mara depuis son escale à Atlanta. Aucune réponse. Inhabituel pour sa femme, qui gardait généralement son téléphone à portée de main pour suivre ses mises à jour sur les réseaux sociaux. « Monsieur, avez-vous besoin d'aide avec votre sac ?» La voix d'une hôtesse de l'air le tira de ses pensées. « Non, merci. Je peux me débrouiller. » Sa voix était rauque à force de ne pas avoir été utilisée. Il n'avait pas beaucoup parlé pendant le long voyage de retour. Avec des gestes expérimentés, Kellen récupéra son sac à dos et descendit de l'avion. Le terminal était bondé de touristes estivaux et de locaux réunis avec leurs proches. Il scruta la foule à la recherche des cheveux blonds de Mara, de la silhouette adolescente dégingandée de Jay ou des couettes d'Ava. Il consulta à nouveau son téléphone. Toujours rien. Ils étaient probablement coincés dans les embouteillages, murmura-t-il, ignorant le malaise qui lui serrait le ventre. Cet instinct, celui qui lui avait sauvé la vie plus de fois qu'il ne pouvait le compter, sonnait l'alarme. Kellen attendit 30 minutes près du tapis de récupération des bagages. Son unique sac de voyage fit 3 fois le tour du tapis avant qu'il ne finisse par l'attraper. 45 minutes s'écoulèrent encore, assis sur un banc près de la sortie, à regarder les familles se réunir. Les hommes d'affaires se bousculent pour prendre les taxis et les touristes planifient avec enthousiasme leurs aventures en montagne à Omaha. Pas d'enfants, pas de SMS, pas d'appel. Prenant une grande inspiration, Kellen se dirigea vers le bureau d'information. « Excusez-moi. Y a-t-il un bus dans le centre-ville d'Asheville ? » « Oui, monsieur. Il y en a un dans 15 minutes. Juste devant la porte 3. » La femme derrière le comptoir lui sourit, son regard s'attardant brièvement sur sa prothèse avant de revenir à son visage. Kellen hocha la tête en guise de remerciement et sortit. L'air frais de la montagne le frappait malgré la chaleur estivale. Après la poussière et le grillage de son déploiement, le parfum des pins et des fleurs sauvages le submergeait presque. Le trajet en bus jusqu'en ville lui laissa le temps de réfléchir. Peut-être y avait-il eu un malentendu concernant sa date d'arrivée. Peut-être que quelqu'un était malade. Peut-être que le téléphone de Mara était à plat. Peut-être. Mais tandis que le bus sillonnait les rues familières, Kellen comprit que ce n'était pas le cas. 18 mois, c'était long. Assez long pour que les choses changent, pour que les gens changent. Lorsqu'il descendit enfin à l'arrêt situé à 3 pâtés de maison de chez lui, l'ombre des Blue Ridge Mountains s'étendait sur la vallée. Il ajusta son sac à dos et son sac de sport, puis commença son chemin du retour. Le quartier avait le même aspect, des maisons propres avec des jardins bien entretenus. Des enfants jouant dans les arroseurs automatiques pour échapper à la chaleur estivale. Des voisins discutant par-dessus les clôtures. Un morceau de vie américaine qu'il s'était battu pour protéger. Le genre de paix qui avait un prix. Son prix, c'était sa main gauche et d'innombrables nuits de sommeil ininterrompues. Dell ralentit le pas en tournant le coin d'une rue. Leur maison, une maison d'artisan à 2 étages avec une porte bleue que Marlowe avait insisté pour garder, se trouvait au bout du pâté de maison. Son camion n'était pas dans l'allée. À la place, un élégant SUV argenté qu'il ne reconnaissait pas était garé là où son véhicule aurait dû être. En approchant de la maison, il remarqua d'autres changements. Un nouvel aménagement paysager, une balancelle qu'il n'avait jamais vue auparavant. Des drapeaux décoratifs accrochés à l'entrée avec les mots « vivre, rire, aimer ». Se tenir devant sa porte d'entrée lui semblait étrange, comme un intrus. Il déplaça son sac de sport sur sa main prothétique et tendit la main droite vers la sonnette. Avant qu'il puisse appuyer, son téléphone vibra dans sa poche. Kellen sortit son téléphone. Un SMS de Mara illumina l'écran. « Ne venez pas. On n'a pas besoin d'un fardeau. Les serrures sont changées.
Les enfants ne veulent pas de vous. C'est fini. Kellen lut les mots 3 fois. À chaque fois, espérant qu'il se réorganiserait en quelque chose d'autre, quelque chose de logique. Mais ils restèrent inchangés. Froid et définitif. Il se tenait immobile sur le porche. Le poids de ses sacs soudain insignifiant comparé à celui de sa poitrine. À travers les vitres décoratives de la porte, il pouvait voir du mouvement à l'intérieur de sa maison. Des ombres traversaient ce qui avait été son salon. Son premier réflexe fut de frapper quand même, d'exiger des réponses face à face, de voir ses enfants. Mais la partie tactique de son cerveau, celle qu'il avait maintenue en vie dans les embuscades et les fusillades, prit le dessus. Si c'était une bataille, il venait d'être pris au dépourvu. Battez-vous, regroupez-vous et revenez avec une stratégie. Ne jamais engager le combat en étant désavantagé. Kellen recula de la porte. Il posa son sac de sport, sortit son téléphone et tapa une réponse simple. Comme on veut. Il ramassa son sac et s'éloigna de la maison sans se retourner. Au coin de la rue, il ressortit son téléphone et fit défiler la liste jusqu'à un nom qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. Gideon. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'une voix rauque ne réponde. J'espère que c'est bon. Je vous facture à la minute. Gideon, c'est Kellen. Un silence. Bon sang, vous êtes de retour. Quand êtes-vous rentré? Aujourd'hui. Tout à l'heure. Et vous m'appelez au lieu de rattraper le temps perdu avec votre femme Canon. Je suis flatté, mais elle a changé les serrures. Elle a dit que c'était fini. La ligne était si basse. Kellen pensait que la communication avait été coupée. Puis la voix de Gideon revint. Plus aucune trace d'humour. Où êtes-vous? Au coin d'un érable et d'un pin, je m'éloignais de chez moi. Reste là. Je viens te chercher. 20 minutes plus tard, une Jeep Wrangler cabossée s'arrêta au bord du trottoir. Gideon Alpé. Était exactement comme Kellen se le rappelait. Cheveux noirs en bataille, perpétuellement cernés par 17 heures, et des yeux qui ne laissaient rien passer. Il portait un costume froissé, la cravate desserrée. Il ressemblait plus à un détective en congé qu'à l'un des avocats les plus réputés d'Asheville. Kellen jeta ses sacs à l'arrière et grimpa sur le siège passager. Bon sang, dit Gideon en fixant la main prothétique de Kellen. On ne m'a pas dit que c'était si grave. Ce n'est pas grave. Ça marche, acquiesça Gideon, acceptant la déclaration au pied de la lettre. Il avait toujours été doué pour ça, acceptant les paroles concises de Kellen et comprenant ce qui n'était pas dit. Chez toi ou chez moi, demanda Gideon en s'éloignant du trottoir. Le tien? Je n'ai plus de chez moi. Comme toi. Les jointures de Gideon blanchirent sur le volant. C'est ta maison. Ton nom est sur l'acte de propriété. Apparemment, pas assez pour passer la porte d'entrée. Gideon conduisit en silence pendant quelques pâtés de maison, puis demanda, qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Kellen sortit son téléphone et lui montra le message. Putain, marmonna Gideon, puis il lui rendit le téléphone. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux mes enfants, ma maison et ma justice, dit Kellen d'une voix neutre et posée. Gideon lui jeta un coup d'œil. Dans cet ordre. Dans cet ordre. Alors, on ferait mieux de commencer à planifier. Le bureau de Gideon occupait le 2e étage d'une maison victorienne reconvertie en centre-ville. L'espace donnait l'impression que son propriétaire était chaotique à première vue, mais organisé à sa manière. Des livres de droit s'alignaient sur les murs. Des dossiers étaient empilés sur chaque surface, et un grand tableau blanc dominait un mur, couvert de notes et de flèches reliant des choses apparemment sans rapport. Article. Kellen était assise dans un fauteuil en cuir en face du bureau encombré de Gideon, observant son ami faire les 100 pas. Je vais bien comprendre, dit Gideon en s'appuyant contre le bureau. Aucun signe avant-coureur? Non, il faut qu'on parle de messages. Rien n'indique que les choses tournent mal. Elle semblait normale dans ses emails. Elle me demandait quand je rentrerais. J'ai envoyé des photos des enfants. Kellen serra les dents. J'ai avait un appareil dentaire. Ava avait gagné un prix scientifique. Et maintenant, soudain, ils ne veulent plus de toi. Gideon secoua la tête. C'est. Les enfants ne cessent pas de vouloir leur père, sauf si leur mère les en convainc. Gideon se dirigea vers un placard, en sortit une bouteille de whisky et 2 verres. Il versa 2 doigts dans chacun, en tendit un à Kellen,
puis se laissa tomber sur sa chaise de bureau. C'était quand la dernière fois que tu leur as parlé directement? Pas par l'intermédiaire de Mara, mais en parlant vraiment à tes enfants. Kellen repensa à l'appel vidéo d'il y a 6 semaines. Ava m'a montré un dessin qu'elle avait fait. J'ai à parler de baseball. Il a bu une gorgée de whisky, le laissant brûler dans sa gorge. Il semblait aller bien. 6 semaines, c'est beaucoup de temps pour que Mara s'en occupe. Gideon tira un bloc-notes vers lui et commença à prendre des notes. Et tes finances? Compte joint. Tout est joint, sauf ma pension militaire. Gideon leva brusquement les yeux. Elle a accès à tout le reste. Kellen hocha la tête. Cet argent. Un SUV dans ton allée. Nouvel achat. Jamais vu. Gideon prit une autre note. Il faut faire vite. Demain matin, on gèle tous les biens communs. Carte de crédit, compte bancaire, compte d'investissement, tout. Elle aura encore du cash. Pas autant qu'elle le pense. Le sourire de Gideon était froid. D'après ce que tu m'as dit au fil des ans, ta femme a des goûts de luxe. Son boulot d'influenceuse sur les réseaux sociaux ne lui rapporte pas ce qu'elle dépense. Kellen se pencha en avant. Je veux voir mes enfants et toi aussi. Mais si on y va à fond, elle sera prête. Il faut être stratégique. Gideon posa son stylo. Tu as dit que tu voulais que justice soit faite. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Kellen resta silencieux un instant. Quand il parla, sa voix était ferme. Je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. Je veux qu'elle ressente ce que je ressens en ce moment, et ensuite je veux qu'elle disparaisse de ma vie, sauf pour ce qui est des enfants. Gideon alluma une cigarette. La flamme de son briquet s'illumina brièvement. Son visage dans le bureau plongeait dans l'obscurité. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle vient de déclencher, dit-il en exhalant de la fumée vers le plafond. J'ai besoin d'un endroit où loger, dit Kellen. Un endroit isolé. J'ai acheté un chalet dans les montagnes. C'est isolé. Personne ne te cherchera là-bas. Gideon griffonna une adresse sur un bout de papier. Les clés sont sous la marche du Porsche. Merci. Ne me remercie pas encore. Ça va mal tourner avant de s'arranger. Gideon se renversa dans son fauteuil. Il va falloir agir vite. D'abord lui couper la tête. Autrement dit, la décapitation financière. Demain à la même heure, les cartes de crédit de Mara Strad seront refusées, ses comptes seront gelés et son avenir immédiat sera très, très incertain. Le sourire de Gideon n'atteignit pas ses yeux. Bienvenue chez toi, soldat. La cabane était nichée au milieu de pins imposants, accessible uniquement par un chemin de terre sinueux qui deviendrait impraticable en hiver. Pour l'instant, en cette fin d'été, elle offrait un isolement parfait. Kellen se tenait sur la petite terrasse, regardant le soleil se lever sur les sommets lointains. 3 jours s'étaient écoulés depuis son retour. 3 jours de silence, de planification et de préparation méticuleuse. Gideon avait apporté des provisions, dont un téléphone jetable dont la trace ne pouvait être attribuée à Kellen. Ils avaient mis en œuvre la première phase de leur plan, l'isolement financier. Maintenant, le plus dur était à venir. L'attente. L'entraînement militaire du roi d'Élan lui avait appris que la patience était une arme aussi puissante qu'un fusil. Alors, il observa et j'ai attendu que Gideon devienne ses yeux et ses oreilles à Asheville. Le téléphone prépayé bourdonnait. Gideon, ça marche. Dit son ami sans préambule. Mara a essayé d'utiliser ta carte de crédit commune dans cette boutique qu'elle apprécie. Elle a refusé, puis en a essayé une autre. Même résultat. Tu aurais dû voir sa tête, comme si on lui avait annoncé que Noël était annulé. Les enfants sont toujours chez toi. Léona est allée les chercher au cours d'été hier. Marlo était trop occupé à gérer les conséquences financières. Kellen serra les mâchoires. Léona Grafton ne l'avait jamais apprécié. Le sentiment était réciproque. Aucun signe de l'identité du propriétaire du SUV, enregistré au nom d'un certain Cody Arrow, ancien prof de fitness à la salle de sport de Mara, actuellement au chômage, pour autant que je sache. Le nom ne disait rien à Kellen. Mais le sous-entendu était clair. Depuis combien de temps est-il sur la photo? Une pause. D'après mes sources, environ 4 mois. Pendant des mois. Pendant que Kellen esquivait les balles et perdait sa main,
sa femme construisait une nouvelle vie avec un autre homme chez lui, autour de ses enfants. Que dit Mara de moi? Elle raconte à tout le monde que vous vous êtes séparés avant votre déploiement. Que c'était mutuel. Elle se présente comme la mère célibataire courageuse qui fait tout pendant que vous abandonnez la famille. Les doigts métalliques de Kellen se crispèrent en point. La prothèse réagissait parfaitement aux signaux électriques de ses muscles. Si seulement sa vie pouvait être réparée aussi efficacement, et que les gens la croient. Certains le font, d'autres non. Les petites villes aiment les ragots, mais elles vous connaissent aussi. Noah a fait taire les pires rumeurs. Noah Williams, shérif aujourd'hui, mais autrefois sergent de section de Kellen. Un homme bien à avoir à ses côtés. Et maintenant, demanda Kellen. On laisse la pression financière monter. Entre-temps, j'ai déposé des requêtes pour une audience d'urgence pour la garde, j'ai invoqué l'abandon et des conditions de vie dangereuses. Pour quel motif? Le petit ami qui vit à la maison crée un environnement instable. De plus, j'ai peut-être reçu un signalement anonyme concernant des activités douteuses autour d'enfants mineurs. Est-ce vrai? Ça le sera d'ici la fin de mes jours. Gideon S. Sa voix était dénuée de tout remords. Comment vas-tu? Kellen baissa les yeux vers sa prothèse de main. J'ai survécu à pire. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Mais tu vas bien. Gideon marqua une pause. Reste fantôme. Kellen. Laisse-moi gérer ça. Ton heure viendra. Après avoir raccroché, Kellen s'assit sur le pont, contemplant les montagnes. Il pensa à Jay et Ava. Se demandait-elle où il était? Croyait-elle qu'il les avait abandonnés? Ou le poison de Mara avait-il déjà infiltré trop profondément? Il sortit son portefeuille et en sortit une photo usée. Ava, 7 ans, édentée et rayonnante, assise sur ses épaules. Jay à leur côté, essayant d'avoir l'air dur, mais incapable de cacher son sourire. Mara avait pris la photo lors d'une randonnée en famille avant son dernier déploiement. Avant que tout ne change, Kellen rangea la photo et rentra. Dans le petit salon, il commença sa routine quotidienne, pompe, abdos et entretien minutieux de sa prothèse. La discipline physique lui permettait de garder l'esprit clair. Des esprits clairs. Il avait pris de meilleures décisions. Et il lui faudrait prendre des décisions parfaites pour gagner cette guerre. Une semaine passa, puis une autre. Les rapports de Gideon arrivaient quotidiennement, peignant le tableau de la façade délabrée de Mara. Les comptes joints restaient gelés. Les tentatives de Mara pour accéder à des fonds d'urgence avaient été bloquées à chaque instant. Ses cartes de crédit étaient devenues du plastique inutile. Le paiement du loyer de la voiture avait été refusé, entraînant la saisie de sa berline de luxe adorée. Le seul véhicule restant était le camion de Kellen, qu'elle avait caché dans un garde-meuble. Pendant ce temps, la salle de sport de Cody Harrow avait fermé pour cause de loyer impayé. Ses revenus, quels qu'ils soient, s'étaient taris, tout comme ceux de Mara. Les amoureux étaient coincés dans une maison qu'ils ne pouvaient pas entretenir, les services publics menaçant d'être coupés. Elle essaie de vendre tes affaires, rapporta Gideon lors d'un appel. Tu as mis ta collection d'armes sur une plateforme de vente en ligne. J'ai fait confisquer tout à Noah. Elle a prétendu que cela devait servir de preuve dans une éventuelle dispute conjugale. Des preuves de quoi? Rien. Mais elle l'ignore. Kellen a permis un petit sourire lui apparut. Les enfants, ont du mal à suivre les cours d'été. Les professeurs disent qu'il est renfermé. En colère. Ava, c'est tout le contraire. Elle observe tout, ne dit rien. Elle est comme toi sur ce point. La fierté se mêlait à l'inquiétude dans le cœur de Kellen. Tu les as contactés? Pas directement. Trop risqué. Mais je me suis positionné là où Ava me verrait après un programme d'été. Je me suis assuré qu'elle sache que je veillais sur eux. Bien. Kellen resta immobile. Et l'activité d'influence de Mara qui s'effondrait? Elle a raté des livraisons pour 3 sponsors. Ils ont coupé les ponts. Ses abonnés abandonnent 2 personnes parce que quelque chose cloche. La vie parfaite qu'elle projetait commence à se fissurer et Cody, désespéré, a essayé de mettre en gage certaines de tes affaires, des montres électroniques. Le propriétaire du prêteur sur gage a reconnu tes affaires et a appelé Noah. Que dit Noah de tout ça? Rien de direct, mais il observe, il attend comme tu le lui as appris. Kellen hocha la tête, même si Gideon ne pouvait pas le voir.
J'ai besoin de voir Noah. Tu es sûr que c'est sage? Rester fantôme a été travaillant. J'en suis sûr. Installé. Ce soir-là, Kellen conduisit le vieux pick-up. Gideon l'avait prêté à un coin de pêche à 32 km de la ville. Le soleil se couchait sur l'eau lorsqu'un autre véhicule s'arrêta, un SUV du bureau du shérif aux vitres teintées. Noah Wayne en sortit, toujours en uniforme. Ses cheveux étaient plus gris que dans les souvenirs de Kellen, mais il se tenait droit, une posture tout droit venue d'années de discipline militaire. Les deux hommes se regardèrent en silence avant que Noah ne lui tende la main. « Bienvenue à la maison, sergent. » Kellen la serra de la main droite. « Shérif, maintenant j'entends. Ça vous va. » Le regard de Noah se posa sur la prothèse de Kellen. C'est un sacré souvenir. Mieux que l'alternative. Noah hocha la tête, comprenant parfaitement. Ils marchèrent jusqu'au bord de l'eau, debout côte à côte comme ils l'avaient fait lors de leurs innombrables gardes de nuit en Afghanistan. Votre femme a été occupée pendant votre absence. Noah dit, j'ai entendu dire. Elle a déposé un rapport de disparition à votre sujet. Elle a prétendu être inquiète. Kellen haussa un sourcil et je lui ai dit que j'allais enquêter. C'était tout ce que j'avais en tête. Noah a ramassé une pierre et l'a lancée sur l'eau. Elle a peur. Kellen, à court d'options. Bien. Elle essaiera bientôt de partir avec les enfants. C'est la suite logique. Kellen se tourna vers son ancien sergent. Si elle tente de quitter l'État avec eux, tu l'en empêcheras. Noah n'a pas hésité. Considère que c'est fait. Il a marqué une pause, puis a demandé. Et si elle ment au tribunal, je l'enterrerai dans la vérité. Ils sont restés silencieux un moment encore, regardant les dernières lueurs du ciel s'éteindre. Plus besoin de parler. Noah ferait sa part, comme il l'avait toujours fait. Avant de se séparer, Noah a tendu une petite clé USB à Kellen. Vidéo 2. Sécurité de votre quartier des 4 derniers mois. J'ai pensé que tu pourrais les trouver instructives. Kellen l'a empochée sans commentaire. La ville est avec toi, Kellen, a dit Noah en remontant dans son véhicule. Plus qu'elle ne le pensait. Ce soir-là, de retour au chalet, Kellen brancha la clé USB sur l'ordinateur portable que Gideon lui avait fourni. Des heures d'images de surveillance provenant de diverses caméras de surveillance du quartier défilèrent devant lui. Il documenta soigneusement chaque arrivée et départ de Cody. La familiarité de l'homme avec la propriété de Kellen, son confort dans son espace, témoignaient d'une intimité de longue date. Plus troublants étaient les aperçus de ses enfants. Jay, renfrogné et renfermé, prêtant à peine attention à l'homme qui avait pris la place de son père. Ava, vigilante et méfiante, gardant ses distances avec moi dans un clip, Cody attrapa le bras de Jay pendant ce qui semblait être une dispute. Le garçon se dégagea brusquement, le visage crispé par la colère ou la douleur. Les doigts métalliques de Kellen s'enfoncèrent dans le bureau en bois, laissant des traces. Le téléphone prépayé bourdonna. Numéro inconnu. Kellen hésita, puis répondit. Papa. La voix double A, faible et prudente, le frappa comme un choc physique. Ava, comment as-tu eu ce numéro? Monsieur Alpé me l'a donné. Il a dit que c'était pour les urgences. Un silence. Puis, est-ce une urgence? Kellen ferma les yeux, se calmant. Ça dépend. Tu vas bien? Maman a menti. Elle a dit que tu ne voulais plus nous voir. Que tu restais exprès loin de moi. Ce n'est pas vrai, Ava. Je sais. Sa voix s'est renforcée. J'ai peur. Il ne le dira pas, mais c'est le cas. Cody lui crie dessus sans arrêt. La mâchoire de Kellen se serra. Vous a-t-il fait du mal à l'un ou l'autre? Non, pas vraiment. Il a attrapé Jay une fois. Il lui a laissé un bleu. Il a dit que c'était un accident. Où est ta mère maintenant? En bas avec Cody. Ils se disputent pour de l'argent. Ils se disputent beaucoup. Un petit souffle tremblant. Tu me manques. Ces 3 mots ont failli briser son contrôle soigneusement construit. Tu me manques aussi, ma puce. Quand rentres-tu à la maison? Bientôt. Kellen ouvrit les yeux, la concentration accrue. J'ai besoin que tu sois forte encore un peu. Peux-tu faire ça pour moi? Oui. Sans hésitation. J'ai besoin que tu reviennes. Je le ferai.
Je te le promets. Kellen marqua une pause. Ava, j'ai besoin que tu supprimes cet appel du téléphone que tu utilises. Peux-tu le faire? Je l'ai déjà fait. Je ne suis pas stupide, papa. Malgré tout, Kellen sourit. Non, tu ne le es pas. Tu es incroyablement intelligente. Maintenant, écoute. Je ne peux pas t'appeler, mais si tu as besoin de moi, envoie un SMS à ce numéro. Juste un mot maintenant. Je comprendrai. D'accord. Elle resta silencieuse un instant. Papa, est-ce que maman et toi divorcés? La question resta en suspens entre eux, pleine de sous-entendus. Ava ne comprenait pas vraiment. Je ne sais pas encore. Kellen répondit honnêtement. Mais quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, rien ne changera mes sentiments pour toi et Jay. Rien. Promis. Promis. Une fois l'appel terminé, Kellen resta immobile, réfléchissant. Puis il prit un carnet et commença à écrire non pas une lettre, mais un script vidéo. Des mots pour ses enfants qui devaient être dits, même s'il ne pouvait pas encore les dire en personne. Le lendemain matin, il se rendit à un endroit où il y avait du réseau et appela Gideon. J'ai besoin que tu enregistres quelque chose et que tu le fasses parvenir à Ava. Le courrier de l'école n'est pas à la maison. Quel genre de message? Un message pour les deux enfants. Gideon resta silencieux un instant. Tu es sûr de ça? Ça pourrait nous trahir. Je suis sûr qu'ils ont besoin de m'entendre directement, pas à travers le filtre de Mara. Plus tard dans la journée, dans le bureau de Gideon, Kellen était assis devant la caméra. Il portait une simple chemise boutonnée, sa prothèse de main visible mais discrète. Il parlait franchement, honnêtement, de sacrifice et de loyauté. De la façon dont certaines batailles se livraient avec les armes, tandis que d'autres étaient menées avec patience et vérité. Je ne t'ai pas abandonné, dit-il, le regard fixé sur l'objectif. Je ne t'abandonnerai jamais. En ce moment, les choses sont compliquées entre ta mère et moi. Mais mes sentiments pour vous deux n'ont jamais changé et ne changeront jamais. Il leur expliqua, en des termes compréhensibles, les procédures judiciaires à venir. Comment ils pourraient entendre des choses qui les perturberaient ou les bouleverseraient? Comment les adultes commettent parfois des erreurs qui blessent ceux qu'ils aiment? Quoi qu'il arrive, conclut-il. Sache que je me bats pour toi. Pour toi, toujours. Gideon regarda l'enregistrement avec une expression indéchiffrable. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. À quoi t'attendais-tu? Plus de colère? Moins. Gideon fit un geste de la main, cherchant le mot. Vulnérabilité? Suggéra Kellen. Ouais, cette colère ne me ramènera pas mes enfants. La vérité, oui. Gideon hocha lentement la tête. Je donnerai ça à Ava demain. Sous forme de courrier scolaire. Fais en sorte que personne d'autre ne le voie. Bien sûr. Gideon hésita. Il y a autre chose que tu dois savoir. Mara essaie de liquider tes investissements. Elle a contrefait ta signature sur certains documents. L'expression de Kellen resta inchangée. Est-ce qu'elle peut faire ça? Elle pourrait essayer. Ça ne marchera pas. Le gel que nous avons mis en place couvre aussi cela. Mais cela montre qu'elle devient désespérée. Bien. Les gens désespérés font des erreurs. Ils deviennent aussi imprévisibles. Dangereux. Les doigts de Kellen se contractèrent. Moi aussi. 2 jours plus tard, Ava envoya un simple message au téléphone jetable de Kellen. Merci. Il savait qu'elle avait reçu la vidéo, qu'elle l'avait montrée à Jay. C'était suffisant pour l'instant, un fil le reliant à ses enfants, tandis que lui et Gideon continuaient à démanteler les défenses de Mara. La pression financière fonctionnait. Selon des sources de Gideon, Mara avait commencé à vendre ses vêtements et sacs de marque en ligne. Cody avait de nouveau été vu au prêteur sur gage du coin, cette fois avec les bijoux de Mara. Les services publics de la maison ont été coupés pendant 48 heures avant que Mara ne parvienne à réunir suffisamment d'argent pour un paiement partiel, mais le vrai coup est venu d'une source inattendue. Léona Grafton et moi sommes venus me rendre visite. Gideon m'a informé par téléphone. Apparemment, Mara lui a coupé les vivres quand l'argent est devenu rare. Léona elle n'a pas apprécié, surtout après tout ce qu'elle a fait pour aider. Que veut-elle? Se venger, purement et simplement. Elle a apporté des photos, des SMS, des preuves de la liaison de Mara et Cody,
qui remonte à 8 mois. 8 mois alors que Kellen était encore déployée avant sa blessure. Pouvons-nous l'utiliser? J'ai déjà divulgué certains éléments à un groupe de défense des droits parentaux avec lequel je travaille. Ils ont un blog populaire. J'ai publié un article ce matin. Un vétéran revient sur la trahison. Comment les choix d'une mère affectent la stabilité des enfants? Des noms? Aucun en particulier, mais suffisamment de détails pour que tout le monde en ville sache de qui il s'agit. Kellen hocha la tête. Quelle a été la réaction? Les réseaux sociaux de Mara implosent. Ses abonnés quittent le navire. Les quelques sponsors qui lui restaient sont sur le point de la laisser tomber. La satisfaction de Gideon était évidente, même au téléphone. Elle accuse Léona, bien sûr, ce qui est en partie vrai. Léona a divulgué les photos les plus accablantes après avoir été coupée. Et les enfants? La conseillère scolaire d'Ava m'a appelé pour me dire qu'elle s'enquérait de ce qui était arrivé à enfant en instance de divorce. La vidéo l'a touché. J'ai, après une pause, s'est battu avec Cody à l'entraînement de baseball. Des témoins disent que Cody critiquait sa performance au lancer et a eu un coup au visage. J'ai la poussé violemment. La fierté a réchauffé le cœur de Kellen. A-t-il des ennuis? Non. Noah a apaisé la situation. Mais c'est une autre faille dans la façade de Mara. Le père de remplacement idéal n'est pas si parfait que ça, après tout. Le lendemain, la date du procès a été annoncée. Dans 2 semaines, la juge Corin Mavie examinerait leur demande de garde d'urgence. Connue pour son approche pragmatique et son intolérance à la tromperie, elle était exactement la juge qu'il leur fallait. Il était temps de sortir de la clandestinité. Gideon a dit, nous devons te préparer pour le tribunal. Kellen a emballé ses quelques affaires et a quitté le chalet. L'isolement avait fait son effet, lui permettant d'élaborer des stratégies sans émotion, obscurcissant son jugement. Il était maintenant temps d'affronter le champ de bataille. Il a emménagé dans la chambre d'amis de Gideon, et ils ont passé les 10 jours suivants à monter leur dossier. Les dossiers financiers témoignaient de l'irresponsabilité de Mara. Dépenses, images de vidéosurveillance montrant la brutalité de Cody envers Jay, témoignages de voisins sur les voies de Ray et des comportements inquiétants. Pendant ce temps, Noah surveillait les enfants de Kellen, s'assurant que Mara ne puisse pas s'enfuir avec eux. La veille de l'audience, Kellen se tenait devant le miroir de la salle de bain d'invités de Gideon. Il s'était coupé les cheveux courts et s'était rasé le visage de près. Le costume commandé par Gideon lui allait parfaitement, taillé pour accueillir sa prothèse de bras sans la cacher. Il ressemblait à ce qu'il était, un soldat, un père, un homme qui s'était sacrifié pour l'essentiel. Prêt pour demain, demanda Gideon depuis l'embrasure de la porte. Aussi près que je ne le serai jamais. Vous les verrez demain. Mara est tenue de les apporter. Kellen hocha la tête, l'air indéchiffrable. Une dernière chose, dit Gideon. L'histoire à votre sujet se répand. Les associations d'anciens combattants se mobilisent. Les gens commencent à se demander pourquoi un héros de guerre est tenu à l'écart de ses enfants. Je ne veux pas être une cause. Trop tard. Vous l'êtes déjà. L'expression de Gideon s'adoucit légèrement. Dors un peu, Kellen. Demain, nous reprendrons ce qui t'appartient. Les marches du tribunal étaient bondées de journalistes et de curieux. L'affaire s'était répandue, le vétéran blessé se battait pour ses enfants contre sa femme qui l'avait trahi pendant son service outre-mer. Cela donnait lieu à une information locale captivante. Kellen se frayait un chemin à travers la foule, Gideon à ses côtés, ignorant les questions qui lui étaient adressées. Les caméras pointaient dans sa direction. Son regard était singulier. Ses enfants étaient à l'intérieur. Le silence se fit dans la salle d'audience lorsqu'il entra. Il scruta la salle et trouva Mara et son avocate assises à une table. Elle portait une tenue classique, les cheveux tirés en arrière, l'image même de la détresse et de la dignité. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en le voyant, puis se plissèrent, pensifs. Kellen continua son examen. Là, dans la galerie derrière Mara, étaient assis Ava et Jay, flanqués d'un tuteur désigné par le tribunal. Le visage d'Ava s'illumina en le voyant. L'expression de Jay était plus réservée, mais ses yeux ne quittèrent pas son père. Tandis que Kellen et Gideon prenaient après leur arrivée à la table d'en face, la juge Corin m'aventra. Tout le monde se leva. La sexagénaire au visage sévère, la juge, prit place et observa la salle. Compte tenu de la nature sensible de cette affaire et de la présence de mineurs,
J'ordonne à tous les journalistes et au personnel non essentiel de quitter la salle d'audience, annonça-t-elle. Il s'agit d'une affaire familiale, et non d'un divertissement public. Une fois les bruits de pas et les murmures apaisés, la juge Mavie s'adressa aux avocats. J'ai examiné les documents des deux parties. Monsieur Alpé dénonce un abandon et la création d'un environnement dangereux. Mademoiselle Pearson affirme que Monsieur Stroud est instable en raison d'un syndrome de stress post-traumatique et de son handicap physique. Venons aux faits. Elle se tourna vers l'avocate de Mara. Mademoiselle Pearson, vous pouvez commencer. L'avocate, une femme élégante vêtue d'un tailleur coûteux, se leva sans difficulté. Votre honneur, Mara Strad est mère célibataire depuis près de 2 ans. Les déploiements de Monsieur Strad et sa réadaptation ultérieure l'ont tenue éloignée du domicile familial et de la vie de ses enfants. Pendant cette fois, Madame Strad a créé un environnement stable pour G et Ava, les soutenant financièrement et émotionnellement. Le juge Mavie l'interrompit. Monsieur Strad a été déployé au service de son pays, n'est-ce pas? Puis hospitalisé suite à des blessures subies pendant ce service. Oui, votre honneur, mais restez fidèle aux faits, sans falsification, Mademoiselle Pearson. L'avocate s'éclaircit la gorge. Madame Strad soutient que son expérience au combat l'a rendue incapable de lui offrir un environnement familial stable. Son syndrome de stress post-traumatique, combiné aux difficultés liées à son handicap physique, le rend inapte à s'occuper de 2 enfants actifs. Kellen serra les mâchoires, mais son expression resta neutre. De plus, Madame Pearson poursuivit, Monsieur Strad a abandonné sa famille à son retour à Asheville. Informé que ses enfants étaient bouleversés par son état, il a choisi de disparaître plutôt que de travailler pendant la période de transition. C'est un mensonge, dit Kellen d'une voix basse mais claire. Monsieur Stroud, prévient le juge Mavie. Vous allez avoir mis votre tour. Les messages. Stroud, dit-elle, en regardant directement Mara. Avez-vous envoyé ces messages à votre mari quand il est revenu du service militaire? Mara a changé inconfortablement. Oui, mais dans le contexte. Le contexte semble être que vous avez informé un vétéran de combat qui avait perdu sa main dans le service qu'il était un fardeau et ne pas voulu par ses propres enfants. La voix du juge Mavie était un rhume. J'essayais de protéger mes enfants contre les traumatismes, a insisté Mara. Les blessures de Kellen sont choquantes. Je voulais les préparer correctement en changeant les serrures et en lui disant de ne pas rentrer à la maison. Le juge secoua la tête. Continuez, Monsieur Alpé. Ensuite, j'aimerais faire face à l'affirmation selon laquelle Monsieur Stroud a abandonné sa famille. Il n'a pas disparu. Il s'est retrouvé stratégiquement à protéger ses enfants d'une bataille potentielle de garde après avoir été nié avoir accusé l'accès à sa propre maison. Pendant ce temps, il a maintenu un contact indirect avec ses enfants et a commencé des procédures judiciaires pour assurer leur bien-être. Gédéon a de nouveau abordé le banc. Nous avons des preuves que Madame Strad a été impliquée dans une relation extramère qui a commencé lors du déploiement de Monsieur Stroud avant sa blessure. Cette relation a créé un environnement instable pour les enfants de Stroud, en particulier en tant qu'homme en question, Monsieur Cody Harrow a exposé un comportement concernant le Stroud. Le juge Mavie leva brusquement. Quel genre de comportement concernant? Avec la permission du tribunal, j'aimerais lire une vidéo. Le juge hocha la tête et un écran à l'avant de la salle d'audience s'est éclairé. Des images de sécurité ont montré que Cody saisissant un jet pendant ce qui semblait être un argument. Le garçon s'éloignait avec une grimace de douleur. Kellen a regardé le visage de Mara tandis que la vidéo jouait. Son sang-froid glissa, la panique clignotant dans ses yeux. Où avez-vous obtenu cela? Elle siffla à travers l'allée. Gédéon l'ignora, se concentrant sur le juge. Nous avons plusieurs instances de comportements similaires documentées. De plus, depuis le retour de Monsieur Strad, Madame Strad a pris des décisions financières imprudentes qui ont directement eu un impact sur la stabilité des enfants. Les services publics ont été fermés en raison du non-paiement. L'insécurité alimentaire est devenue un problème. C'est parce qu'il a gelé tous nos comptes. Mara interdit, incapable de se contenir. Madame Stroud, a averti le juge Mavie. Vous aurez l'occasion de répondre. Gédéon a continué méthodiquement, présentant des preuves des habitudes de dépenses de Mara avant que les comptes ne soient gelés. Elle tente de liquider les actifs conjoints et les conditions de détérioration de la maison depuis le retour de Kellen. Tout au long de la présentation, Kellen est resté immobile, ses yeux trouvant parfois ses enfants dans la galerie.
Ava a tout regardé avec une attention solennelle. L'expression de Jay était passée de gardée à en colère alors que la vidéo de Cody jouait. Enfin, le juge Mavi s'est tourné vers Kellen. Monsieur Strad, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Kellen se tenait à se redresser à sa pleine hauteur. La salle d'audience était silencieuse alors qu'il se dirigeait vers le stand des témoins. Après avoir prêté serment, il a fait face au juge. Monsieur Strad, comment décririez-vous votre relation avec vos enfants avant votre déploiement? Strong, stable. J'ai entraîné l'équipe de baseball de Jay, aidé Ava avec des projets scientifiques. Nous avons fait de la randonnée la plupart des week-ends en famille. Et pendant votre déploiement, j'ai appelé quand je le pouvais, envoyé des lettres, posé des questions sur l'école, les amis, leurs activités. Ils semblaient normaux, heureux. Y a-t-il eu des indications de Madame Stroud qu'elle était mécontente dans un mariage? Non. Elle s'est plainte de mon absence, mais c'était typique des déploiements. A-t-elle déjà suggéré de ne pas rentrer chez vous après votre blessure? Non. Elle a dit qu'elle comptait les jours jusqu'à mon retour. Le juge peut hocher la tête. Monsieur Strad, Mademoiselle Pearson vous a suggéré de souffrir de SSPT qui vous rend inadapté à la parentalité. Comment répondez-vous? Kellen a rencontré le regard directement les juges. J'ai subi un traumatisme comme le font tous les vétérans de combat. J'ai reçu un traitement lors de ma réhabilitation. Je continue d'assister à des séances de thérapie. Mon état est géré et n'a pas d'impact sur ma capacité à prendre soin de mes enfants. Et votre blessure, le juge a fait un geste vers sa main prothétique. C'est un ajustement, mais pas un handicap. Je peux conduire, cuisiner, nettoyer, travailler, faire tout ce qui est nécessaire pour subvenir aux besoins de ma famille. Le juge Mav l'a étudié. Pourquoi êtes-vous parti quand votre femme vous a dit de ne pas rentrer à la maison? Pourquoi ne pas se battre pour l'accès immédiatement? J'ai pris une décision tactique, a répondu Kellen sans hésitation. Les combats sur le porche auraient traumatisé mes enfants. Je devais me regrouper et aborder la situation stratégiquement pour leur bien. L'expression du juge s'adoucit presque imperceptiblement. Une dernière question, Monsieur Strad. Que voulez-vous de ces procédures? Kellen n'a jamais tressailli. Je veux ce qui est le mieux pour mes enfants. Si cela signifie la garde unique, la garde conjointe ou les visites supervisées, j'accepterai tout arrangement assurant leur sécurité et leur stabilité. Mais je n'accepterai pas d'être gardé d'eux en raison de blessures subies en servant mon pays. Le juge Mabi a hoché la tête. Merci, Monsieur Stroud. Vous pouvez démissionner. Alors que Kellen retournait à son siège, il attrapa Ava en essuyant les larmes de ses joues. J'ai été plus droit, le menton leva légèrement, une posture que Kellen a reconnue à partir de sa propre réflexion. Mara a pris la position ensuite, prononçant un témoignage émotionnel sur ses difficultés en tant que mère célibataire lors des déploiements de Kellen. Elle a affirmé que les SMS avaient été envoyés dans un moment de panique, qu'elle avait été submergée par la perspective de prendre soin d'un mari handicapé aux côtés de 2 enfants. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit, essuyant les larmes soigneusement construites. J'avais peur, mais je n'ai jamais voulu empêcher les enfants de Kellen en permanence. Le juge Mavi est resté insensible. Pourtant, vous avez permis à un autre homme de déménager dans la maison familiale, un homme qui a démontré un comportement agressif envers votre fils. Cody essayait juste d'aider à la discipline. Les garçons ont besoin d'une influence masculine. Ils avaient un père. Le juge a observé sèchement. Après le témoignage de Mara, le tribunal a nommé gardien pour les enfants a donné son évaluation, notant que les 2 enfants exprimaient le désir de voir leur père et semblaient en détresse par la situation de vie actuelle. Enfin, le juge Mavi s'est adressé à la salle d'audience. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Il s'agit d'une situation complexe nécessitant une attention particulière. Cependant, je peux prendre des décisions préliminaires. Elle a fixé Marlowe avec un regard sévère. Madame Stroud en vigueur immédiatement. Monsieur Harrow est exclu de la résidence familiale et du contact avec les enfants de Stroud en attendant une enquête plus approfondie. Mara Alta. Mais en plus, le juge a poursuivi, Monsieur Strad aura des droits de visite temporaire supervisés initialement par le gardien du tribunal 3 fois par semaine. La maison familiale et tous les actifs conjoints resteront gelés jusqu'à la disposition finale de cette affaire. Bréada du gardien et a couru vers lui, jetant ses bras autour de sa taille. A apporté un nouveau rythme fragile à la vie de Kellen. Ava dans un emplacement neutre,
généralement un parc ou le centre de ressources familiales avec le gardien de la cour observant à distance à un thé d'abord. Les enfants étaient hésitants, en particulier le jet. L'influence de Mara persistait dans leurs questions, leur lassitude. Mais à chaque visite, les murs sont tombés. Ils ont joué catch, aidé Ava avec son projet scientifique, écouté les histoires de plus en plus animées de Jay sur le baseball. C'est pourquoi la 3e semaine, le gardien avait cessé de prendre des notes et avait commencé à apporter un livre à lire lors de leur visite. Elle a rapporté au tribunal que les enfants prospéraient en présence de leur père. Pendant ce temps, la pression sur Mara a continué à monter. Cody, interdite de la maison et faisant face à de possibles accusations de voies de fait liées à son traitement de Jay, avait commencé à se distancier. Les contraintes financières avaient forcé Mara à trouver un travail à temps partiel en tant que réceptionniste, loin de sa vie antérieure en tant qu'influenceur. Elle est en spirale, a rapporté Gideon lors d'une session de stratégie dans son bureau. Léona dit qu'elle buvait beaucoup, faisant des accusations sauvages à votre sujet, moi, le juge, tout le monde, les enfants, la baisse académique, déconnectés émotionnellement à la maison, mais ils s'allument lors des visites avec vous. Les rapports des Guardians sont de l'or solide pour notre cas. Kellen hocha la tête, étudiant la chronologie du cas que Gideon avait créé sur son tableau blanc. Quand est la dernière audience? Dans 3 jours, le juge Mavi devrait statuer sur les accords de garde permanente. Gideon a couronné son marqueur. Nous sommes en bon état, Kellen. Mieux que bien. Elle essaiera quelque chose avant. Gideon haussa un sourcil. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je le ferai. Lorsque vous perdez sur tous les fronts, vous changez le champ de bataille. Kellen était agitée. Demandez à Noé d'augmenter les patrouilles près de la maison. Déjà fait. Et j'ai eu un pays suivant les mouvements de Mara jusqu'à présent. Rien d'inhabituel. Mais les instincts de Kellen, les mêmes qui l'avaient maintenu en vie dans les zones de guerre, tiraient des signaux d'avertissement. Cette nuit-là, il a garé son camion emprunté à un pâté de maison de sa maison et a regardé. Rien ne semblait manquer. Lumières allumées dans le salon. L'ombre de Mara passant derrière les rideaux. Scène domestique normale. Trop normale peut-être. Le lendemain matin, Ava les a appelés une rupture sans précédent dans leur protocole de communication. Papa, sa voix était petite, effrayée. Maman dit que nous partons en voyage pour voir grand-mère en Caroline du Sud. Le sang de Kellen a couru froid. La mère de Mara a vécu juste à travers la ligne de l'État, assez proche pour une évasion rapide. Assez loin pour compliquer les problèmes de compétences. Quand? Demanda-t-il, gardant sa voix calme pour les double A. Aujourd'hui, après l'école, elle dit que nous devons faire mes valises en ce moment, mais papa, je ne veux pas y aller. Je vais manquer notre visite demain. Vous ne le manquerez pas, Kellen a promis que tout irait bien. Ava, tu es très courageuse de m'appeler. Maman sera folle si elle le découvre. Permettez-moi de m'inquiéter à ce sujet. Vous allez juste à l'école comme la normale. Pouvez-vous faire ça pour moi? Oui, c'est ma fille. Je t'aime, Ava. Je t'aime aussi, papa. Kellen a raccroché et a immédiatement appelé Noah. Elle court aujourd'hui, prévoit d'emmener les enfants chez sa mère en Caroline du Sud après l'école. La réponse de Noah a été immédiate. Je gérerai-le. Où serez-vous? Où que mes enfants soient. Les prochaines heures se sont écoulées. Préparation intense. Gideon a déposé des requêtes d'urgence pour empêcher Mara de quitter l'État avec les enfants. Noah a positionné les députés à des points stratégiques le long de la route la plus probable vers la Caroline du Sud. Kellen a attendu à l'école, regardant de l'autre côté de la rue. Alors que la cloche finale sonnait et que les enfants s'étendaient, il a repéré la voiture de Mara et non son camion, mais une berline qu'il ne reconnaissait pas s'arrêter vers le trottoir. Quelques minutes plus tard, Jay et Ava ont émergé du bâtiment. Ils sont montés sur le siège arrière et la voiture s'est éloignée. Kellen a suivi à distance, en attendant de rester inaperçu. La voiture s'est dirigée vers l'autoroute, la route la plus rapide vers la Caroline du Sud. Comme prévu, ce qui n'était pas prévu, c'est le zigzag qu'il a tiré derrière la voiture de Mara. Cody brisant le tribunal a ordonné de maintenir la distance des enfants. Kellen a appelé Noah. Ils sont sur I-26 se diriger vers l'est. Cody est avec eux dans un véhicule séparé. Nous avons mis en place des barrages routiers sur la ligne d'État. Il ne le fera pas. Le cortège a continué pendant près d'1 heure.
Tout comme le panneau Welcome to South Carolina est apparu. Des lumières clignotantes sont apparues. Les députés de Noah avaient créé un point de contrôle, arrêtant tout le trafic en direction est. Kellen a regardé la voiture de Mara ralentir, puis a soudainement fait une embardée sur l'épaule, essayant de contourner le barrage routier. La manœuvre a échoué. 2 voitures de patrouille se sont immédiatement déplacées pour bloquer son chemin. Il a garé son camion et s'est approché à pied tandis que Noah affronte Mara, qui avait quitté son véhicule et faisait un geste sauvagement, criant sur le harcèlement et les fausses accusations. Avi l'a repéré en premier. « Papa » cria-t-elle, se précipitant hors de la voiture et courant vers lui. J'ai suivi plus lentement, son expression un mélange de soulagement et d'anxiété. Marlo tourna au cri de double A, son visage se tordant avec rage quand elle a vu Kellen. « Vous avez fait ça. Vous les avez tournés contre moi. » Cody avait garé son SUV derrière la voiture de Mara et s'approchait maintenant malgré les députés lui ordonnant de rester en arrière. Kellen leva Ava avec son bras droit, la tenant près. Jay se tenait à côté de lui, reflétant inconsciemment la position de son père. « Vous avez eu la chance de vous éloigner », a déclaré Kellen, sa voix portant de l'autre côté de la scène. « Cet enlèvement » écria Marla. « Ce sont mes enfants, madame. » Noah a dit fermement, « Vous êtes en violation d'une ordonnance du tribunal interdisant de quitter l'État avec les mineurs. » Et il n'a pas été nommé à Cody est en violation d'une ordonnance de retenue. « Ce n'est pas ma famille », Cody a dit que cela ne se produisait pas. Les secondes. Le mascara stimule son visage alors qu'elle regardait la fenêtre. Jay. Nous serons papa. J'ai parlé pour la première fois, sa voix vacillant légèrement. Que se passe-t-il maintenant? Kellen plaça doucement sa main prothétique sur l'épaule de son fils. Maintenant, nous rentrons chez nous, la vraie maison ensemble. La salle d'audience a été remplie pour l'audience finale de garde. La nouvelle de la tentative de vol de Mara avec les enfants s'était propagée à Asheville, attirant des spectateurs et des partisans curieux de la communauté des anciens combattants. Le juge Mavi est entré, son expression encore plus sévère que lors de la première audience. Compte tenu des événements récents, elle a commencé cette cour à de graves inquiétudes concernant le jugement et le respect de Madame Stroud pour le processus juridique. Mara était assise à la table de l'accusé, un nouvel avocat à côté d'elle. Son précédent avocat s'était retiré de l'affaire après l'incident de la frontière. Elle portait une robe simple, ses cheveux reculés sévèrement, essayant de projeter la contrition. Kellen et Gideon se sont assis à la table opposée, préparés et composés. Derrière eux dans la galerie, Ava et Jay avec le tuteur du tribunal. Noah occupait un siège près de la porte, croustillant uniforme, visage impassible. L'audience a commencé avec Gideon présentant le événement à la ligne d'État, soutenu par des rapports de police et des témoignages des députés impliqués. Le juge Mavi a écouté sans interruption, prenant parfois des notes. Le nouvel avocat de Mara a tenté le contrôle des dommages, affirmant que son client avait simplement planifié une visite d'un week-end avec une grand-mère pour enfants et avait informé le tribunal de la famille de ses intentions, une réclamation rapidement réfutée par les archives judiciaires. « Votre honneur », a déclaré Gideon. « Nous avons des témoignages supplémentaires pertinents pour le modèle de comportement et de malhonnêteté de Madame Stroud. » Le juge Mavi hocha la tête. Procédé. À la surprise de tout le monde, Léona Grafton a pris position. Une fois l'ami et confident le plus proche de Mara, elle était maintenant assise rigide avec une colère à peine contenue. « Madame Grafton », Gideon a commencé. « Depuis combien de temps connaissez-vous Marla Stroud » ? 15 ans depuis le collège. Et pendant ce temps, vous considéreriez-vous près d'elle ? Nous étions les meilleurs amis jusqu'à récemment. Pouvez-vous décrire la nature de votre chute ? Les yeux de Léona passaient à Mara, qui la regardait daguerre. Lorsque Kellen est revenue et que la situation financière de Mara est devenue stroncée, elle s'attendait à ce que je continue à soutenir ses prêts de style de vie qu'elle ne rembourserait jamais, couvrant ses mensonges. Quand j'ai refusé, elle m'a coupé. Avez-vous été au courant de la relation de Madame Stroud avec Cody Harrow avant le retour de Monsieur Stroud ? Oui. Il a commencé pendant que Kellen a été déployée. Avant sa blessure, Madame Stroud a-t-elle exprimé sa préoccupation pour son mari lorsqu'elle a appris sa blessure ? Léona hésita, puis a dit qu'elle était bouleversée, non pas sur sa main, mais sur la façon dont cela affecterait son image. Elle a dit, et je cite, « Comment suis-je censé publier des photos de couple mignonne avec un mari qui a une main robot ?» Un murmure a traversé la salle d'audience. L'expression de Kellen n'a pas changé,
mais ses doigts métalliques s'enroulèrent légèrement contre la table. Madame Stroud a-t-elle déjà exprimé ses intentions concernant la garde des enfants? Oui. Elle a dit qu'elle utiliserait le SSPT de Kellen et les blessures contre lui, qu'aucun juge ne donnerait la garde à un soldat brisé sur une mer. L'avocat de Mara s'est opposé, affirmant le oui-dire, mais le juge Mavis s'est rejeté. Le témoin raconte conversation directe, pas d'information d'occasion. Après le témoignage accablant de Léona, plusieurs autres témoins ont pris la parole. Les enseignants qui avaient remarqué des changements dans le comportement des enfants. Des voisins qui avaient entendu des arguments entre Marlon, Cody, même le propriétaire de prêt sur gage qui avait reconnu les biens de Kellen. Enfin, Kellen lui-même a été appelé pour témoigner. Il se dirigea vers le stand avec des marches mesurées, s'assit et faisait face au tribunal avec le même sang-froid régulier qu'il avait maintenu tout au long de la procédure. Monsieur Stroud, commença Gideon. Que recherchez-vous en termes d'arrangement de garde? La seule garde physique avec des visites structurées pour leur mère, a répondu Kellen sans hésitation. Les enfants ont besoin de stabilité, de structure, de cohérence, et que pouvez-vous fournir que Madame Stroud ne peut pas? Le regard de Kellen a balayé la maison, une maison où ils sont prioritaires, pas accédant à une personne de quelqu'un qui ne disparaîtra pas. Les circonstances deviennent gênantes. Hocher la tête. C'est produit? La salle d'audience est restée silencieuse, attendant sa réponse. Kellen prit une respiration. Elle m'a abandonné au moment où je n'étais plus pratique. Mais elle a oublié une chose. Ses yeux rencontraient Mara de l'autre côté de la pièce. J'ai survécu. Le témoignage de Mara a été bref et inefficace. Sa tentative de vol avait détruit toute crédibilité qu'elle aurait pu avoir. Ses affirmations concernant la capacité de Kellen à des parents ont été facilement réfutées par des témoignages d'experts de son équipe de réadaptation et des observations du gardien du tribunal alors que l'audience approchait de sa conclusion. Le juge Mavis a examiné ses notes, puis a recherché les yeux sur la salle d'audience. Avant de régner, je veux résoudre un problème fondamental dans ce cas. Le service militaire et les sacrifices qu'il implique, y compris les blessures physiques, ne devraient jamais être armés dans des litiges en matière de garde. Le faire n'est pas seulement légalement non lié, mais moralement répréhensible. Elle tourna son regard vers Mara. Madame Stroud, vos actions démontrent un modèle d'égoïsme et de tromperie qui est profondément troublant pour cette cour. Votre tentative de vol à travers les lignes d'État avec les enfants mineurs montre un mépris flagrant pour le processus juridique et leur bien-être émotionnel. Ensuite, à Kellen, Monsieur Stroud, votre sang-froid et vous concentrer sur les besoins de vos enfants tout au long de ces procédures parlent de votre caractère et de vos capacités en tant que parent. Le juge Mavis redresse ses papiers. C'est la décision de cette cour que la seule garde légale et physique de Jay et Ava Stroud soit accordée à leur père, Kellen Stroud. Madame Stroud aura supervisé les visites 2 fois par mois pour être réévaluée après 6 mois de stabilité et de conformité démontrés. Elle a continué, abordant des points supplémentaires. La maison familiale serait retournée en possession exclusive de Kellen. Marlo serait responsable du paiement de la pension alimentaire et des frais de justice et une enquête officielle sur les interactions de Cody Arrow avec Jay se déroulerait sous la supervision du procureur de district. Comme le gavel est tombé. Finalisation de la décision, Kellen est resté immobile, absorbant la réalité qu'elle était finie. Il avait gagné, pas seulement la garde, mais la justification, la restauration. Gideon frappa son épaule. C'est fait. Vous avez tout ce que nous visions. Kellen hocha la tête une fois, puis se leva pour embrasser ses enfants alors qu'ils se précipitaient vers lui de la galerie. De l'autre côté de la salle d'audience, Mara était assise seule, son visage vide alors que les implications des décisions s'enfonçaient. Tout ce qu'elle avait construit, son image, son style de vie, son récit s'était effondré et elle n'avait personne à blâmer mais elle-même. L'automne a peint les montagnes Blue Ridge dans des teintes de feu alors que Kellen s'installe dans sa vie récupérée. La maison autrefois remplie du décor soigneusement organisé de Mara reflétait désormais une esthétique plus simple et plus pratique. Des photos des enfants couvrent les murs. Les livres ont rempli les étagères, des preuves de la vie réelle plutôt que des performances pour les médias sociaux. Mara avait emménagé dans un petit appartement à la périphérie de la ville. Sa carrière d'influence s'est effondrée entièrement après que l'affaire judiciaire a fait la une des journaux locaux. Les quelques parrainages qu'elle avait réussi à maintenir l'avaient laissé tomber, ne voulant pas s'associer à quelqu'un qui avait abandonné un vétéran blessé. Cody avait complètement quitté la ville, confronté à des accusations potentielles liées à son traitement de Jay et à la violation de l'ordonnance d'interdiction. Le dernier qu'Hélène entendit,
il a déménagé en Floride aussi loin d'Asheville qu'il pourrait raisonnablement l'obtenir. Gideon s'arrêta régulièrement, apportant souvent des dossiers pour travailler pendant que les enfants l'ont fait devoir à la table à manger. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le pont arrière en regardant le coucher du soleil, il a fait une suggestion inattendue. « Vous devriez envisager de parler en public », a-t-il dit en sirotant une bière. Les groupes d'anciens combattants qui vous ont soutenu pendant l'essai, ils recherchent des voix comme les vôtres. Oh, sans compromis. Kellen secoua la tête. Je ne suis pas intéressé à être un affiche. Pas un affiche. La maison où Jay et Ava ont été visibles dans les plats de la fenêtre de la cuisine. Que le timing est problématique. Jay a un tournoi de baseball. Ava a un concours scientifique. Les deux événements auxquels vous êtes déterminé à assister. Kellen hocha la tête. Elle devra reprogrammer. Elle ne l'aimera pas. Je me fiche de ce qu'elle aime. Gideon a étudié son ami pendant un moment. Tu ne vas jamais lui pardonner, n'est-ce pas? Non, même pour le bien de l'enfant. Kellen se tourna, rencontrant directement le regard de Gideon. Les enfants doivent comprendre que les actions ont des conséquences. Cette loyauté est importante. Que certaines trahisons ne peuvent pas être annulées avec des excuses ou un passage du temps. C'est une dure leçon. La vie est difficile. Mieux vaut l'apprendre de moi que de quelqu'un qui ne les aime pas. Plus tard dans la soirée, après le départ de Gideon, Kellen s'est assis à son bureau, fixant un document vierge sur son écran d'ordinateur portable. Il avait pensé à la suggestion de Gideon, pas à la prise de parole en public, mais à l'idée de partager son histoire, non pas comme une performance ou un plaidoyer pour la sympathie, mais comme un disque, un testament. Ses doigts planaient sur le clavier, puis commencèrent à taper. Titre, comme vous le souhaitez, l'expression Mara avait autrefois utilisée pour le rejeter. Les mots qu'il s'était transformés en promesses pour lui-même, à ses enfants, à l'avenir qu'il récupérait maintenant. Il tapa le premier paragraphe, puis s'arrêta alors qu'un coup doux retentit à la porte de son bureau. Papa, Jay se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant un cahier. Vous avez une minute? Toujours. Jed s'approcha avec hésitation, puis poussa le cahier en avant. J'ai écrit quelque chose pour les cours d'anglais, mais aussi pour vous. Kellen a pris le cahier, l'ouvrant sur une page marquée d'un coin plié. À l'intérieur, dans l'écriture minutieuse de Jet, se trouvait une lettre. Cher papa, je n'ai jamais arrêté de croire que tu reviendrais. Je suis fier d'être ton fils. Des mots simples, puissants au-delà de la mesure. Kellen a levé les yeux vers son fils, plus le garçon sur la photo qu'il avait transporté pendant le déploiement, mais un jeune homme qui grandit en ses propres forces. Et pour la première fois depuis son retour à Asheville, Kellen Stroud sourit. Un vrai sourire qui atteignit ses yeux et adoucit les lignes dures de son visage. Merci, dit-il tranquillement. Cela signifie tout. J'ai hocha la tête, comprenant son regard. Qu'est-ce que vous écrivez? Un livre, je pense. Notre histoire. Puis-je le lire quand c'est prêt? Kellen a soigneusement mis le cahier sur son bureau. Certaines pièces peuvent être difficiles à lire. Je peux le gérer, a déclaré Jay, redressant ses épaules, une imitation inconsciente de son père. Je suis plus fort que je ne regarde. Je sais que tu le es. Kellen tendit la main, serrant l'épaule de son fils avec sa main prothétique. Vous obtenez cela de nous deux. Le moment est resté entre fragile, profond avant que Jay ait la tête à la tête et quitte la pièce. Kellen est retourné à son ordinateur portable, les doigts se déplaçant avec un nouveau but à travers les clés. L'histoire n'était plus tout aussi. Il appartenait à tous. Leur perte, leur combat, leur rétablissement, qu'il l'écrirait non pas pour la vengeance, mais pour la vérité. Et la vérité, avait appris Kellen, était l'arme la plus puissante de toutes. Le week-end a pris une randonnée claire et froide et parfaite. Kellen a emballé un petit sac à dos avec des bouteilles d'eau, des barres d'énergie et des habitudes de trousse de premiers soins de ses journées militaires qui lui ont bien servi comme père. Faut-il aller jusqu'au sommet? Demanda Ava, aux prises avec ses lacets. Pas si vous ne voulez pas, Kellen a répondu, à genoux pour l'aider. Mais la vue en vaut la peine. Jay est apparu dans la cuisine, déjà vêtu de bottes de randonnée et d'une veste légère. J'ai fait des recherches sur ce sentier. Il y a une cascade à mi-chemin, et le sommet a des vues de 3 états. C'est vrai. Kellen souria. L'enthousiasme de son fils. Au cours des mois qui ont suivi la décision de la garde,
J s'était épanoui, rejoignant l'équipe de baseball, améliorant ses notes, reconstruisant des amitiés qui avaient souffert pendant la tourmente. Ava aussi avait changé. Sa vigilance silencieuse est restée, mais maintenant elle était équilibrée avec des éclats d'exubérance et de curiosité. Elle avait remporté le concours scientifique avec un projet sur les technologies prothétiques inspirées de son père. Le trajet en route vers le sentier des sentiers les a amenés à travers le centre-ville d'Asheville, les monuments familiers et quelques nouveaux développements. Alors qu'il passait le palais de justice, Ava est devenue calme, regardant par la fenêtre. « Papa » a-t-elle demandé enfin. « Est-ce que maman vient à mon anniversaire la semaine prochaine ?» Kellen la regarda dans le rétroviseur. Elle a demandé à. « C'est à vous. Et si je ne veux pas qu'elle le fasse ?» Ensuite, elle ne viendra pas, Ava le considérait. « Et si je le veux, mais seulement pour un petit moment ?» Alors c'est ce qui va se passer. La voix de Kellen était douce mais ferme. « Vos sentiments comptent, Ava. » Toujours. Elle hocha la tête, apparemment satisfaite de la réponse. Le parking du sentier était presque vide. Avantage de commencer tôt un dimanche matin. Kellen a distribué de petits sacs à dos à chaque enfant, insistant pour qu'ils portent leur propre eau et collation. L'autonomie était l'une des nombreuses leçons qu'il leur enseignait, une randonnée à la fois. Le sentier a commencé assez doucement, en roulant à travers la forêt de pins épais avec de la brume du matin. J'ai appris les devants, soulignant parfois des rochers ou des plantes intéressants. Ava est restée plus près de Kellen, glissant parfois sa petite main dans la sienne alors qu'ils naviguaient sur des sections plus raides. Ils ont atteint la cascade du milieu du matin. Kellen a répandu une petite couverture sur une roche plate et ils se sont assis en mangeant des pommes et en mélange de sentier tout en écoutant la cascade tonitruante. Demanda papa G entre les morsures. Est-ce bizarre de ne pas me manquer? Cody. G hocha la tête. Non, ce n'est pas bizarre. Maman dit que je devrais dire qu'il se souciait de moi. Kellen a soigneusement choisi ses paroles. Les gens montrent des soins de différentes manières. Certaines façons sont saines. Certains ne le sont pas. Il m'a attrapé fort. G se frotta le bras inconsciemment. J'ai dit que j'avais besoin de durcir. Vous êtes très dur, a déclaré Kellen. Mais il y a une différence entre la ténacité et la cruauté. Entre la discipline et l'intimidation, comme dans l'armée, vous aviez de la discipline, mais vos sergents n'étaient pas cruels, non? Les bons n'étaient pas. Kellen sourit au parallèle que son fils avait établi. Les meilleurs leaders vous construisent. Ils ne vous démolissent pas. J'ai semblé absorber cela, hochant la tête lentement. Je pense que je comprends. Après leur repos, ils ont continué vers le haut. Le sentier est devenu plus raide, le passage à la montagne. Ava fatiguée d'abord, nécessitant des pauses fréquentes. Kellen l'a porté sur ses épaules pour un tronçon particulièrement difficile. Ses petites mains reposant sur sa tête pour l'équilibre. En début d'après-midi, ils ont atteint le sommet, un affleurement rocheux qui offrait une vue panoramique sur les montagnes environnantes. Les couleurs d'automne se répartissent en dessous comme une courte pointe patchwork. Rouge et or et orange s'étendant à l'horizon. Waouh! Ava respira, tournant dans un cercle lent. C'est comme être dans un avion. Mieux. J'ai corrigé. Vous pouvez sentir le retrait ici. Sentir les arbres. Kellen a mis en place leur déjeuner sur des sandwichs, des fruits et du chocolat à un rocher plat en récompense pour la montée. Alors qu'il mangeait, il a souligné les repères. Le ruban argenté de la rivière Broad française, le groupe de bâtiments qui était le centre-ville d'Asheville, les pics lointains le long de la Blue Ridge Parkway. Où pouvons-nous voir notre maison d'ici? Ava s'appuya contre lui, cherchant du réconfort. Parfois, je lui en veux encore pour ses mensonges. C'est naturel. La colère prend du temps à digérer. Kellen passa un bras autour de ses épaules. Souviens-toi qu'être en colère contre quelqu'un ne signifie pas qu'on ne peut pas l'aimer aussi. L'aimes-tu encore? Demanda soudain Jay. La question fut plus percutante que Kellen ne l'avait imaginé. Il contempla les montagnes, réfléchissant attentivement à sa réponse. J'aimais la personne que je pensais qu'elle était, dit-il finalement. Mais cette personne n'existait pas. Alors non, je ne l'aime plus maintenant. Je la respecte comme ta mère. Je serai poli pour toi. Mais l'amour exige la confiance, et cette confiance est perdue. Les enfants absorbèrent ces mots en silence.
Puis G hocha la tête comme pour se confirmer quelque chose et retourna à son déjeuner. Alors que le soleil commençait sa descente vers l'ouest, ils rassemblèrent leurs affaires et se préparèrent pour la descente. Debout au bord du sommet, les trois Stroud contemplèrent Asheville une dernière fois. Kellen se tenait droit face au soleil couchant, une main métallique, l'autre tenant celle de ses enfants. Pas de pardon, pas de faiblesse, juste la vérité, des cicatrices et un avenir qui n'est pas donné. Prêt, demanda-t-il. Prêt? Ses enfants répondirent à l'unisson. Ensemble, ils se retournèrent et commencèrent le voyage.